Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Donc bienvenue sur ce premier épisode de podcast. On n'est pas encore bien rompu à l'exercice, alors on s'est dit qu'on allait faire toutes les deux un podcast sur un sujet qui, je pense, va vous intéresser et va en concerner un grand nombre. C'est en fait de savoir comment trouver l'avocat qui est fait pour nous. Donc c'est une question, je pense que beaucoup de personnes se posent dès lors qu'on a une difficulté, dès lors qu'on rencontre un problème et qu'on commence à se dire qu'il va falloir peut-être faire appel à un avocat. On peut se retrouver un peu démuni. Comment faire pour trouver l'avocat et surtout comment faire pour trouver un avocat qui est fait pour nous. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir plusieurs points avec Sarah aujourd'hui. On va voir comment faire, ce qu'on peut rechercher de manière, on va dire, traditionnelle et exhaustive, et puis surtout, comment savoir qu'on a fait le bon choix. Alors Sarah, puisque là, je parle un peu toute seule depuis tout à l'heure, donc Sarah, comment tu fais pour trouver un avocat? Surtout, je pense qu'on va parler assez naturellement de ce qu'on rencontre au cabinet, c'est-à-dire quand les gens viennent nous voir, les retours qu'on a par rapport à ça et la manière dont ils ont fait pour rechercher leur avocat. Et donc peut-être tu peux nous parler des deux réflexes qu'on voit le plus en cabinet et qui se font pour trouver un avocat. Alors effectivement, il y a deux réflexes, deux choses que les personnes que l'on rencontre font généralement. La première, c'est de rechercher des recommandations dans leur entourage par le bouche à oreille, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a eu besoin à un moment donné de sa vie d'être assisté par un avocat. Donc, à part le bouche à oreille qui semble être le moyen le plus utilisé pour trouver un avocat, il y a aussi Internet. Sur Internet, on va trouver la plupart des avocats qui ont un site plus ou moins développé. Et on va pouvoir regarder à ce moment-là plusieurs critères. Le domaine Internet et notre ami Google. Oui, Internet et notre ami Google. Les réseaux sociaux aussi. Voilà. Et les réseaux sociaux. Mais je pense que les gens actuellement ont plus le réflexe de faire sur Google que les réseaux sociaux. Bien que de plus en plus, je pense, les gens seront amenés à choisir leur avocat aussi parce qu'ils le connaissent via les réseaux. Là, on parle des réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Donc, voilà, je pense, mais effectivement, là, actuellement, à l'heure actuelle, je pense que ce que les gens font le plus, c'est Google. On a aussi d'autres moyens qui vont permettre de trouver un avocat. Alors, les avocats, on est rassemblés, entre guillemets, par barreau. Notamment par exemple au barreau de Lyon, on est un peu plus de 3000, alors il y a des barreaux bien plus grands comme Paris ou des barreaux bien plus petits où ils sont une vingtaine, et donc c'est une organisation et par exemple si vous recherchez un avocat à Lyon, vous pouvez prendre attache avec l'ordre des avocats de Lyon, donc par téléphone ou par mail, et les ordres vont pouvoir vous communiquer des adresses, la liste des avocats avec les adresses mail et peut-être les domaines de compétences, ce qui va permettre de faire un premier tri. Vous pouvez aussi demander à l'ordre des avocats s'il existe des permanences ou des consultations gratuites. La plupart des ordres organisent des permanences, donc ce sont des sortes de rendez-vous avec un avocat qui est de permanence et qui va pouvoir vous aiguiller. Ce sont des rendez-vous d'orientation généralement et l'avocat va pouvoir vous aiguiller sur une difficulté particulière. En tout cas, une fois qu'on a fait ça, on a fait toutes ces démarches pour trouver déjà un avocat, il faut savoir comment faire, comment orienter ses recherches une fois qu'on a les canaux de distribution, on va dire. Qu'est-ce qu'on cherche en fait chez un avocat? Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser personnellement. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en fait. Donc il y a plusieurs choses à mon sens qu'on doit rechercher ou qu'on peut rechercher chez un avocat. La première chose, je pense, c'est déjà le domaine de compétences. C'est vrai que quand les gens nous appellent, en général, par exemple pour prendre un premier contact, ils vont tout de suite nous demander « Mais est-ce que vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine ?»
Alors, nous, ça nous fait toujours un peu sourire parce qu'en fait, il faut savoir que chez les avocats, on a des domaines de spécialisation, mais pour avoir une spécialisation, il faut faire, on va dire, un cursus supplémentaire. Alors, c'est pas au niveau des études et je vais vous épargner les détails, mais en gros, pour obtenir la spécialisation, il faut faire des démarches particulières et justifier d'une compétence vraiment particulière dans ce domaine. Et finalement, je pense assez peu d'avocats qui ont la spécialisation. On n'a pas de chiffres, hein. Je sais pas, t'en as pas toi, Sarah? Non, on n'a pas de chiffres, donc je peux pas vous dire. Mais finalement, je pense qu'il y en a quand même assez peu par rapport au nombre d'avocats qui ont une réelle spécialisation. Par contre, il y a énormément d'avocats qui font un domaine en particulier, un ou plusieurs domaines en particulier, et qui n'en font pas d'autres. Parce qu'il faut bien garder en tête que le droit, c'est tellement vaste, tellement énorme, qu'on n'est pas en mesure de faire tout, en fait. Donc on a ce qu'on appelle des avocats qui sont plus généralistes, et on a des avocats qui font, soit qui sont carrément spécialistes, soit qui font un ou plusieurs domaines. Je pense qu'on peut déjà peut-être prendre notre exemple par rapport à nous, notre cabinet. On n'a pas de spécialité, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialiste. Par contre, on a des domaines de compétences dans lesquels on exerce, en particulier, et je dirais même pratiquement en exclusivité. Sarah, elle fait beaucoup de droit du travail, droit social, droit de la protection sociale. Donc tout ça, c'est un peu le même domaine. Et du droit réparation du préjudice corporel. On pourra peut-être revenir sur nos domaines plus tard dans un autre podcast, parce que sinon ça va être très long. Mais en gros, elle fait sur ces deux domaines-là principalement. Et moi, je vais plutôt exercer en droit de la famille et droit immobilier. Donc, quand quelqu'un nous téléphone et nous demande « Est-ce que vous êtes spécialisé en tel ou tel domaine ?», ce qu'on répond, c'est « Nous, on exerce dans tel domaine, droit de la famille, droit immobilier, ou tel domaine, droit social et droit de la réparation du préjudice corporel ». Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander effectivement quand vous avez un contact avec un avocat ou quand vous allez consulter son site, parce qu'en général, beaucoup d'avocats inscrivent sur leur site quel type de domaine ils exercent. Et bien, ça vous permet de voir si ça semble correspondre à votre problème ou pas. Par exemple, si vous avez une difficulté très technique en matière, je prends ton exemple Anaïs, en matière de divorce, une question de liquidation d'un régime matrimonial très pointu avec des biens à l'étranger, enfin quelque chose de très technique, il vaut mieux rechercher soit un avocat qui a la spécialisation, soit un avocat qui pratique habituellement, voire exclusivement, en matière de droit de la famille et des personnes. Parce que quand on sort, quand on a le diplôme qui nous permet d'être avocat, on est tous généralistes. N'importe qui peut, demain, n'importe quel avocat peut vous dire « je peux vous divorcer ». Ils vont pouvoir, les avocats généralistes qui font un peu de tout, très bien faire un divorce assez simple, entre guillemets, qui sera un divorce sans biens, sans enfants, sans liquidation particulière. Par contre, quand il va y avoir une technicité, à ce moment-là, il va être intéressant de rechercher une compétence particulière. On peut faire un parallèle, Anaïs, si tu es d'accord avec ça, avec le domaine médical. Si vous avez une petite toux, vous allez voir votre généraliste. Si par contre, je dois me faire opérer, je dois avoir une opération cardiaque importante, je vais pas voir un neurologue, je vais aller voir un cardiologue. C'est un petit peu la même chose. Si vous avez une difficulté ou un besoin de conseil relativement simple, ou en tout cas de la vie courante, vous allez pouvoir consulter un avocat qui sera généraliste ou qui interviendra dans plusieurs domaines. Et si la question est complexe ou technique, à ce moment-là, il vaut mieux rechercher et se rapprocher d'un avocat qui ait des domaines d'activité un peu plus resserrés, qui sera donc un peu plus compétent ou un peu plus habitué à la matière. En tout cas, c'est le choix que nous, on a fait dans notre cabinet pour essayer d'avoir une excellence dans la pratique de nos domaines d'activité. Alors, outre la compétence, il y a aussi d'autres critères à rechercher. Oui, je pense pareil, là, on fait un peu ce qui est le plus évident, entre guillemets, pour les clients. En général, ils regardent les domaines de compétences. Et la deuxième chose qu'ils vont voir, ça va être aussi le prix. Voilà. Très, très souvent, les clients vont même avoir peur, en fait, de combien va pouvoir leur coûter un avocat. Et donc, souvent, ils vont essayer de se renseigner avant. Combien ça coûte telle ou telle chose, ou est-ce que les honoraires de cet avocat sont affichés sur son site internet? Est-ce que il y a des honoraires un peu courants pour telle ou telle procédure? Donc parfois ils appellent même juste pour demander
tel honoraire, et puis ils vont faire plusieurs avocats pour savoir, pour une même procédure, combien prend un tel ou combien prend un tel. Donc ça, c'est, j'allais dire, un peu légitime, et pour certaines personnes, c'est un des critères déterminants, en fait, du choix de leur avocat. Ça, c'est très personnel. Autant il y a certaines personnes qui vont ne pas aller regarder le prix, ou en tout cas, tant que ça reste dans la limite, en tout cas de ce qu'ils pensent raisonnable, ils vont pas accorder beaucoup d'importance à ça, et bien entendu, d'autres personnes vont y accorder une très grande importance. Donc, si c'est votre cas, et le mieux, c'est d'appeler l'avocat avant, de voir quel type d'honoraires il pratique, si c'est des honoraires assez élevés, ou si ce sont des honoraires plus accessibles. Après, on va pas rentrer, là, ce sera encore, je pense, l'objet d'un autre épisode, à mon avis, mais sur la manière dont les avocats fixent les honoraires et la différence entre les différentes manières de faire. Mais c'est vrai que c'est un critère déterminant, donc ça peut influer sur votre choix de l'avocat qui est le mieux pour vous. Et surtout, il faut absolument pas hésiter à poser la question. Il ne faut pas que ce soit, ou en tout cas pour nous, c'est comme ça qu'on l'envisage, il ne faut pas que ce soit une question taboue. Il est tout à fait légitime de demander avant quels seraient les honoraires et que ce soit un critère qui soit déterminant. De la même manière que les premiers rendez-vous, par exemple, si on rentre un peu plus dans le détail, quand vous avez fait le choix d'un avocat, que vous trouvez quelqu'un qui vous pense bien et que vous pensez bien et que vous voulez prendre un rendez-vous avec lui, vous pouvez appeler. Et il y a beaucoup d'avocats qui considèrent que le premier rendez-vous doit être gratuit, et beaucoup d'autres avocats qui considèrent que le rendez-vous doit au contraire être payant. Et après, payant, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un tarif qui est de l'ordre d'une soixantaine d'euros, ou est-ce que c'est un tarif qui est de l'ordre de 250 ? Ça, c'est vraiment propre à chaque avocat. Donc il faut demander. Pareil, ça, savoir si le premier rendez-vous doit être gratuit ou payant, je pense que ça pourrait faire l'objet de tout un sujet, donc on va pas débattre là-dessus. Mais en tout cas, c'est des critères qui existent dans le choix de l'avocat. Enfin, nous, on pense aussi à un autre critère, en tout cas qui doit peut-être vous interroger, c'est de savoir si l'avocat que vous recherchez pratique ou pas, est habitué en tout cas au mode amiable de règlement des litiges. On entend souvent dire, moi je veux un avocat hargneux, je veux un avocat qui soit têtu, qui ait envie de défendre mes intérêts coûte que coûte, ou bien on va avoir des personnes qui vont au contraire dire moi je m'engage, on peut reprendre encore un exemple qui concerne Anaïs, je m'engage dans une procédure de divorce, par contre j'ai envie que ça se passe bien et je souhaite que mon avocat ne soit pas conflictuel et fasse le nécessaire pour que les discussions soient apaisées et que ce soit le plus calme possible et le plus amiable. Donc ça, c'est aussi une différence dans les modes de pratique des avocats. Certains sont plus sensibilisés que d'autres au mode amiable de règlement des différends. Quelle que soit la matière, on va pouvoir trouver des modes amiables et des techniques de résolution amiable quel que soit le litige. Et donc, n'hésitez pas à poser la question aussi en demandant concrètement, ça peut faire l'objet d'un mail, vous pouvez prendre attache avec un cabinet par mail en disant j'ai une difficulté dans telle matière, je voudrais savoir quelle est votre fourchette d'honoraires et puis si vous saisiriez le juge tout de suite ou bien si vous envisageriez une tentative de règlement amiable avant. Donc il ne faut pas hésiter aussi à poser cette question et à étudier ce critère-là. Une fois, et il y en a des divers et variés des critères. Vous pouvez regarder s'il s'agit plutôt d'une grosse structure qui va comprendre plusieurs avocats, une structure nationale. Si vous êtes par exemple à la tête d'une entreprise qui a des établissements dans diverses régions, vous préféreriez peut-être une structure nationale avec des bureaux un peu partout, ou bien si ça n'a pas d'importance, vous pouvez envisager d'autres critères, quelles sont les valeurs du cabinet. Par rapport à ça, l'étude du site internet du cabinet va vous donner les éléments qui sont essentiels pour le cabinet, et donc qui sont les valeurs affichées et pratiquées par l'avocat en question. Sachant que par rapport à ça aussi, par rapport à l'avocat et à la manière dont il exerce, et on va dire la réputation, entre gros guillemets, de l'avocat, vous pouvez aussi déjà vous renseigner si vous connaissez certaines personnes qui peuvent connaître et voir la manière dont cet avocat exerce.
Alors, vous pouvez aussi regarder les avis Google par exemple. Quand vous rentrez le nom d'un avocat sur Google, vous pouvez avoir des avis Google sur cet avocat et voir un peu ce que les clients de cet avocat ont pu indiquer comme avis. Il faut quand même rester mesuré par rapport à ça parce qu'on a un certain nombre de confrères qui font face à des difficultés par rapport aux avis Google, c'est-à-dire que les avis Google, ça peut être laissé vraiment par n'importe qui et c'est difficile de savoir en fait si la personne qui a laissé un commentaire est vraiment un client de l'avocat ou pas. Mais ça peut quand même donner une idée, comme quand vous regardez pour un médecin ou un autre professionnel. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, c'est de regarder un peu les avis. Il faut se fier aux avis du plus grand nombre. Si concernant un cabinet, il y a 20 avis et que les 20 avis indiquent que l'avocat n'est pas joignable, par exemple, et que vous attachez de l'importance à pouvoir joindre votre avocat dans des délais raisonnables, mais à pouvoir le joindre, il faut peut-être rechercher un autre avocat. Alors que s'il y a un seul avis isolé qui indique un mécontentement, c'est peut-être c'est peut-être à laisser à la marge. Donc à vous de regarder, de faire un peu le tri entre tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un autre critère qui pourtant est primordial, et là du coup je suis en train de penser à ça, enfin en tout cas qui l'est je pense pour beaucoup. Nous on n'y a d'ailleurs pas pensé parce que pour nous c'est pas un critère qui a vraiment vocation à rentrer en compte, mais je sais que ça importe pour certaines personnes, c'est la proximité géographique. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles vont chercher un avocat, de la même manière que vous cherchez un médecin ou autre, vont regarder en fait qui se trouve proche d'eux, en fait, de leur domicile ou de leur lieu de travail. Ou voilà, ça va être un peu un réflexe aussi, même peut-être en passant devant, en voyant une plaque ou tout simplement en se géolocalisant. Et pour nous, c'est pas forcément un critère qui a une grande importance aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde où le virtuel a pris le pas sur le réel, ou en tout cas est en train de le faire, d'autant plus avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore avec le Covid et tout le reste. Et donc, c'est vrai qu'on voit son avocat, mais c'est pas non plus un professionnel qu'on voit de manière très 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 régulière. Et en tout cas, le contact peut se faire aussi par d'autres moyens, par téléphone, par visio, par mail. Voilà. Les rendez-vous physiques, finalement, sont assez peu nombreux sur un dossier, selon bien sûr le type de dossier. Là, c'est toujours à voir selon les cas précis, mais de manière générale, on n'a pas des rendez-vous physiques démultipliés par dossier. Mais bon, ça peut être un des critères. Alors, une fois que vous avez identifié l'avocat qui semble vous correspondre, il faut à ce moment-là prendre attache et puis pouvoir le rencontrer et peut-être confirmer ou pas ce sentiment et puis vous assurer que c'est l'avocat qui est fait pour travailler avec vous. Oui, c'est vrai qu'on attache, nous, dans notre cabinet, une très grande importance à la relation humaine. Je ne sais pas comment je pourrais dire autre chose, mais oui, en tout cas, la relation humaine. Il faut savoir que le métier d'avocat, en tout cas comme nous on le perçoit, c'est un métier vraiment, une profession très humaine où on rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes d'histoires et c'est vraiment une histoire de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a certains clients avec qui tout de suite le contact va extrêmement bien passer, où on va être sur le même type de communication, le même dialogue, vraiment pas avoir de difficulté à se comprendre. Et il va y avoir d'autres clients où ça va être peut-être moins facile, ou peut-être le contact va moins bien passer. Comme quand vous rencontrez quelqu'un, voilà, je veux dire, c'est vraiment la même chose. Donc ça, il ne faut pas minimiser. Je pense que autant une certaine personne va pouvoir vraiment matcher avec un avocat et une autre pas du tout. Donc il faut vraiment s'écouter. Chaque binôme, on va dire, doit se faire avec l'accord des deux et le bon feeling des deux. C'est vraiment très subjectif. Donc ça, c'est important d'avoir soit un premier contact téléphonique, soit un premier contact visuel pour pouvoir savoir en fait si ce feeling il est bon. Et au-delà même du feeling, c'est parfois des petites choses qui vont vous orienter plus vers un avocat ou plus vers un autre. Nous, souvent, ce qui revient, c'est la pédagogie. Je sais pas ce que tu en penses. C'est le fait de pouvoir prendre le temps d'expliquer les choses. Peut-être avoir un langage adapté, c'est pas facile pour nous parce que on est juriste, donc on a des mots, on a des sigles, on a des expressions qu'il est très très difficile de modifier en fait dans notre langage courant. Mais il faut le faire, il faut vulgariser notre discours. Donc ça, je pense que c'est un élément
pour beaucoup qui compte. Et après, il y a aussi tout ce qui est l'empathie, l'humanité, le temps, l'attention qui est apportée aux clients. Voilà, il y a certains avocats qui seront plus proches de leurs clients, d'autres qui seront au contraire plus avec une barrière un peu... une barrière d'avocat. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Si c'est pas du tout un critère pour vous, peu importe. Mais si ça l'est, voilà, c'est quelque chose que vous devez faire. Je crois que souvent en rendez-vous, les gens ont un peu peur de poser certaines questions et nous en tout cas, on leur demande de vraiment se sentir libre de nous poser toutes les questions pour les honoraires, pour même d'autres choses qu'ils osent pas en fait demander. Et ça, c'est un critère qui me semble important, c'est de vous sentir suffisamment à l'aise avec quelqu'un, ou en tout cas de vous permettre de lui poser des questions pour voir si ça correspond à ce que vous souhaitez. Effectivement, je pense que si vous avez trouvé l'avocat qui vous convient, à mon sens, vous devez vous sentir parfaitement libre de dire mais je n'ai pas compris, réexpliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que votre histoire de mise en état, qu'est-ce que veut dire cette date, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ou je vois que vous avez écrit ceci, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si vous êtes parfaitement à l'aise pour poser les questions qui sont considérées comme habituellement gênantes, donc en redemandant des explications si ça n'est pas clair, ou en parlant des honoraires, parce que c'est un petit peu le sujet tabou quand on parle de relation avocat-client, déjà c'est un bon signe. Et puis après, la deuxième chose, c'est que, à notre sens, vous avez trouvé le bon avocat quand vous vous sentez considéré comme une individualité. Et ça, on y attache beaucoup d'importance. C'est vrai que souvent, on a des appels de clients qui nous disent oui, alors vous vous rappelez, dans mon dossier, je vous avais parlé de ceci et cela. Et on leur dit, bah oui, tout à fait. Et là, ils se sentent obligés, nos clients, de nous dire, non, mais parce que je sais que vous avez beaucoup de dossiers, etc. Alors, quand bien même, on connaît nos clients, on connaît leur dossier, leur histoire de vie, c'est très important. Et je pense que dès lors que vous dites, bah, je ne suis pas un numéro de dossier, mon avocat sait comment je m'appelle, et alors bien sûr, il y a des détails, personne ne connaîtra mieux que vous votre propre histoire, mais en tout cas, dans les grandes lignes, vous sentir comme étant individualisé et en ayant une relation de proximité, de confiance avec votre avocat, là, ça veut dire que ça match. Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler ensemble véritablement. Et c'est très important parce que nous, on a la base juridique. Mais par contre, la base factuelle, c'est vous qui l'avez. Et c'est vous qui avez les éléments de preuve, les éléments d'explication qui nous sont nécessaires pour pouvoir vous aiguiller et vous assister au mieux. Donc, une fois que vous avez trouvé tout ça, c'est bon, ça match et vous pouvez considérer que vous faites un bon binôme et que vos intérêts vont être écoutés et bien compris et bien défendus. Voilà, et donc là, vous aurez trouvé l'avocat qui est fait pour vous. Sachant qu'encore une fois, l'erreur peut aussi arriver et vous pouvez tout à fait changer d'avocat. Il n'y a pas de règle qui nous impose de rester avec l'un ou l'autre. Sachant qu'il faut quand même... Je veux dire, au même titre que vous avez le droit d'en changer, il faut accepter qu'on est humain et qu'il arrive parfois qu'il y ait certaines incompréhensions. Le tout, c'est d'avoir beaucoup de communication, de dialogue et de pouvoir être libre d'en discuter. Voilà. Il ne faut pas non plus être intransigeant. On ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. Mais bien entendu, vous gardez un libre choix de rester avec votre conseil ou d'en changer. Le tout, c'est quand même, si vous avez fait un petit travail au préalable pour chercher un avocat, c'est quand même mieux d'avoir un avocat qui vous suit de bout en bout et de ne pas changer 3, 4, 5 fois au cours d'un même dossier. Donc ne vous arrêtez pas au fait de vous dire quand je vais chercher le pain, je passe devant un cabinet parce qu'il y a une plaque. Renseignez-vous, regardez ce qui se passe sur Internet, les avis, le bouche à oreille. Est-ce que c'est un avocat qui fait du droit fiscal alors que moi j'ai une problématique pénale par exemple, ou bien, alors ça peut très bien être une belle et heureuse coïncidence et fonctionner, mais posez-vous la question avant, posez toutes les questions avant de signer votre convention d'honoraires, avant d'envoyer toutes vos pièces, et vous aurez le plus de garanties possible pour que cette relation se passe bien, et que ça aille au bout du dossier et que vous puissiez être satisfait au final. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question, donc on espère que ça vous a été utile, que vous avez pu vous retrouver dans ce podcast et que vous avez pu éventuellement y trouver des petites infos et des petits conseils.
Donc on va aborder dans ce podcast tout un tas de questions, vous l'aurez compris, sur la relation avocat-client, mais aussi répondre à des questions plus de fond. Donc tout ça, ça va arriver au fur et à mesure avec aussi des intervenants qui vont pouvoir répondre et nous faire part un peu de leur expérience et de leur partage. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.